Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour cette édition spéciale à une heure inhabituelle, mais à événement historique. Prise d'antenne exceptionnelle aussi. Nous sommes donc le 17 janvier 2018, une date historique dans notre région. C'est celle de l'abandon d'un projet vieux de plus de 50 ans. Notre-Dame-des-Landes n'accueillera jamais d'aéroport. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé à la mi-journée, pendant un peu plus de 30 minutes. Puis à partir de 18h55, nous allons revenir ensemble avec nos équipes et nos invités en plateau et sur le terrain sur cette journée. Les réactions des partisans du transfert qui parlent de trahison de l'État et sur la joie, bien sûr, à Notre-Dame-des-Landes et dans la ZAD. Mais d'abord, retour sur la conférence de presse d'Édouard Philippe. Il est très exactement 13h41 lorsque le Premier ministre annonce la décision du gouvernement. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Dans un premier temps, l'aérogare de Nantes-Atlantique sera modernisé et les abords de piste seront aménagés pour permettre à l'aéroport d'accueillir plus de passagers. Ces premières mesures peuvent être réalisées sur l'emprise actuelle de l'aéroport, donc dans des délais rapides. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. Elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes. Nous ferons tout pour réduire ces nuisances pour le village de Saint-Aignan de Grandlieu. Et si, techniquement, cela n'était pas possible, elle ferait l'objet de compensations exemplaires. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs, de nouveaux projets agricoles pourront être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. Alors, beaucoup de points, bien sûr, dans cette conférence de presse d'Édouard Philippe. Nous allons revenir tout au long de cette édition spéciale sur les différents points de cette annonce d'Édouard Philippe, l'abandon du projet, l'évacuation de la ZAD et l'avenir de Nantes-Atlantique. Des annonces suivies, bien sûr, en direct à Notre-Dame-des-Landes et notamment à la Vacherie, le QG historique des militants anti-aéroport. Reportage sur place de Christine Villevoisin, Éléonore Duplay et Vincent Rénal. Ils sont heureux, les zadistes, et ils le crient haut et fort du haut de leur tourelle, installée au cœur de Notre-Dame-des-Landes pour alerter les habitants et squatteurs en cas d'évacuation. Le Premier ministre vient juste d'annoncer l'abandon de l'aéroport après des années de lutte et d'occupation sur ces terres agricoles. Le discours du Premier ministre, il est quand même... il est bluffant, quoi. De sa part, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi clair et d'aussi franc, et c'est très positif. Enfin, on le prend très bien du coup. Super nouvelle de pouvoir se laisser penser, voilà, à un avenir serein et de pouvoir continuer à cultiver la zone, de pouvoir penser à moi, mes enfants, de pouvoir me dire qu'ils resteront ici, ils vivront ici aussi. C'est quand même pas n'importe quoi. Pas d'évacuation annoncée pour le moment, mais pas question non plus de laisser les zadistes sur cette zone. Ils ont jusqu'au printemps pour quitter les terres qu'ils occupent illégalement. Et là, ça coince. Dans le futur, ce territoire doit pouvoir rester un espace d'expérimentation sociale, environnementale et agricole.
La plupart de ces hommes et de ces femmes sont bien décidés à rester sur la ZAD, mais une minorité est déjà sur le départ ou sur d'autres combats. Ma lutte est terminée. Victoire, autre chose. C'est tout, on ne va pas exploser de joie non plus. Hein. La lutte continue même pour, par exemple, le Bure, par exemple, le Lyon-Turin, par exemple, tous les projets inutiles qui sont, pour lesquels il faut lutter. Loin des caméras, la vie continue sur la ZAD, en attendant la fête programmée le 10 février, date de la fin de la déclaration d'utilité publique. La joie des opposants au transfert de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes. Ils ont donc gagné aujourd'hui leur combat vieux de 50 ans. De ce côté, donc, la joie et d'un autre, la colère et les demandes d'explications de très nombreux élus. On écoute pour commencer les réactions de Johanna Rolland, la maire de Nantes, et de Philippe Grosvalet. Il est le président du département de Loire-Atlantique et président du syndicat mixte aéroportuaire. Écoutez. Le président de la République, au travers de cette décision, piétine au fond, l'ensemble des procédures publiques, donc la justice. Il piétine nos collectivités locales, donc l'esprit même de la décentralisation. Et il piétine le vote des habitants de mon département, donc il piétine le suffrage universel. Au fond, cette mauvaise décision, bien sûr, entraîne des très mauvaises conséquences et entraînera pour le temps long de très mauvaises conséquences. D'abord pour les habitants. Et particulièrement pour les 70 000 habitants qui vont continuer jour après jour, pendant des décennies, d'être survolés à basse altitude à Nantes, au risque, au péril de la sécurité et bien sûr du bruit. Une très mauvaise nouvelle pour le développement de l'ouest de la France et nos territoires, et donc une très mauvaise nouvelle pour très mauvaises conséquences pour les milliers d'entreprises qui ont soutenu ce projet de tout temps à nos côtés. Je redis au Premier ministre que j'ai eu au téléphone juste avant son annonce officielle, qu'il y a aujourd'hui plus de questions ouvertes que de réponses. L'État ne peut laisser ni la métropole, ni la région, ni le Grand Ouest avec cette seule réponse, un bien hypothétique raménagement de Nantes Atlantique, puisque je note dans les propos qui ont été tenus que pour l'instant, la seule chose qui est engagée, c'est l'extension de l'aérogare, puisque le Premier ministre sait bien qu'il n'est pas possible de réaménager globalement Nantes Atlantique en 2 ans. Nous n'avons donc aujourd'hui, de ce point de vue, au moment où on se parle, absolument aucune réponse. Les réactions très colères, à la fois de Johanna Rolland et de Philippe Grosvalet, celles aussi que nous avons recueillies de Jean-Marc Ayrault. C'est un déni de démocratie et une faille dans le développement du Grand Ouest, affirme l'ancien Premier ministre et maire de Nantes. Bruno Retailleau, lui, va plus loin. Le quinquennat vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. C'est une capitulation. La violence aujourd'hui en France paye. Déclaration donc de l'ancien président du Conseil régional des Pays de la Loire. On va voir à présent ensemble une image. C'est celle de l'aéroport de Nantes Atlantique et des avions qui le survolent, lui, mais aussi la commune toute proche, celle de Saint-Aignan-de-Grandlieu, chaque jour. Un village d'un peu plus de 3500 habitants, dont vous êtes le maire, Jean-Claude Lemasson. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez eu des mots très forts avant la décision, il y a quelques semaines, d'Édouard Philippe. Vous aviez dit que si le transfert vers Notre-Dame-des-Landes était abandonné, cela signifiait la mort de votre commune. Vous êtes toujours aussi pessimiste ce soir ? Je le confirme, mais c'est d'autant plus que le Premier ministre annonce un allongement de la piste, ce qui rapprocherait le seuil de piste du bourg de la commune. Et samedi dernier, lorsque nous étions rencontrés en mairie, il parlait de 1 km d'allongement et non pas de 500 mètres. Donc imaginez 1 km, il reste 300-400 mètres en fait, entre le centre commercial et le seuil de piste. Donc impossible à vivre. On va y revenir dans un instant avec des réactions des habitants de votre commune. Mais d'abord, Édouard Philippe a cité votre commune à plusieurs reprises dans sa conférence de presse ce midi en disant « Nous ferons tout pour réduire les nuisances à Saint-Aignan. Les compensations seront exemplaires. » De quel ordre peuvent-elles être ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'exemplarité d'un gouvernement qui vient de démontrer le déni de démocratie tel qu'il souhaite l'appliquer ? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout informé de ce qu'il souhaite mettre en place. Nous n'attendons pas d'argent, proprement dit.
l'isolement ou l'isolation acoustique des habitations ne suffisent pas en elles-mêmes, puisqu'on vit aussi dehors. Les enfants des écoles qui sont sous les avions jouent dans les cours de récréation. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, ce qu'on souhaite en termes de compensation, c'est de pouvoir vivre dans un cadre agréable, tout comme est le cadre aujourd'hui de la commune. Nous souhaitons pouvoir continuer à vivre dans ce milieu, se développer, organiser des manifestations, travailler, dormir, vivre ensemble. Et je ne sais pas si on va pouvoir le compenser. Ce qui semble compliqué, effectivement, à l'avenir. On va à présent retourner dans votre commune. Je rappelle, c'est Saint-Aignan de Grandlieu, à quelques 2 kilomètres à peu près de la piste de Nantes-Atlantique, pour écouter les habitants des réactions recueillies tout à l'heure par Christelle Pinault. On a voté. Il y a eu un résultat qui a été annoncé, puis maintenant on fait le contraire. C'est tout. Après, il n'y a plus rien à dire. Vous y croyez? On y a cru, oui. On a cru que l'aéroport allait partir, mais non. Le problème, c'est que ça va jouer sur les commerces, ça va jouer sur les associations, ça va jouer sur tout le village. À un moment, s'il y a un village qui est trop vieillissant, il ne va pas y avoir de renouvellement, ça va être un gros problème. C'est les constructions, en fait, voilà. On peut pas construire après. Si l'aéroport il reste et ils agrandissent la piste, on ne peut pas construire. Pour nos jeunes, nos enfants qui veulent rester sur la commune, ils ne pourront pas rester sur la commune. Ni déçue, ni contente, parce que entre les deux. Il faut bien que des avions passent quelque part. Bon, on aurait aimé que ça soit pas chez nous, parce que ça fait des années, que ça soit le tour aux autres. Mais non, pas du tout. On fera avec. De toute façon, je crois qu'on sera bien obligé de faire avec. Philosophe, votre concitoyenne de Saint-Aignan de Grandlieu, Jean-Claude Lemasson, est-ce qu'on peut faire avec si effectivement, comme vous le disiez, l'allongement de la piste se fait, 500 mètres, 1 kilomètre, on peut dire tout simplement que la vie deviendrait impossible dans votre commune? Totalement impossible, c'est déjà un peu le cas à certaines périodes de l'année. Alors pas au mois de janvier, puisque nous sommes dans une période un peu creuse, des départs en vacances, mais dès le printemps, et ce jusqu'à fin octobre, ça devient un peu l'enfer à certaines périodes de la journée. Il y a des avions tous les 2 minutes et demie, tous les 2 minutes 45, à l'atterrissage notamment. C'est d'ailleurs l'atterrissage qui pose plus de problèmes que le décollage, puisque nous avions des avions très bas. Et aujourd'hui, avec l'emport, donc le nombre de passagers de plus en plus important sur la plateforme, nous avions des avions de plus en plus gros, donc de plus en plus bas. Ce qui devient psychologiquement très dur à vivre. Et s'il y avait une extension de la piste, cela provoquerait aussi une chose, c'est-à-dire que cette extension de la piste à 500 mètres ou à 1 km, comme l'a envisagé Édouard Philippe auprès de vous samedi dernier, cette extension, elle rendrait l'habitation tout à fait impossible, très clairement, puisqu'il y aurait un changement de zone pour les habitants. C'est-à-dire que l'État serait presque obligé de racheter les maisons. Exactement, c'est ce qu'on appelle le droit de délaissement, qui n'existe nulle part aujourd'hui sur les plateformes, autour des plateformes aéroportuaires. Donc effectivement, ça fait partie des demandes que nous avons déjà positionnées dès le 14 novembre auprès du gouvernement et que nous allons réitérer à nouveau par un recours au Conseil d'État dès demain matin, dans le cadre de la mise en place d'un PPBE, périmètre de prévention du bruit à l'environnement. Mais enfin, le droit de délaissement est une chose, mais enfin, pensez bien que ça ne suffira pas à organiser, à compenser la vie de la commune. Est-ce que pour vous, il y a un exemple qui peut être à votre corps défendant suivi, c'est celui de Goussainville. Goussainville, c'est une petite ville qui est située dans le Val d'Oise, qui est en bout de piste de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une partie du bourg a dû être déplacée dans les années 70 et les habitants aussi. Est-ce que c'est une chose qui peut être envisagée à Saint-Aignan de Grandlieu? Alors ils seront déplacés, mais pas sur la commune, puisque la loi littorale, qui s'applique à Grandlieu, couvre 100% du territoire de la commune, ce qui pose d'ailleurs question sur l'allongement de la piste. C'est pas encore gagné, cette affaire-là. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de mettre en place un plan B sur notre territoire. On voit d'ailleurs là des images de Goussainville. On espère que votre commune ne deviendra pas, comme celle-ci dans le Val d'Oise, des images assez dramatiques de cette commune morte, en fait, on peut le dire. Exactement, qui avait la possibilité de construire un centre-ville au nord de la piste nord de Roissy, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc ça veut dire que le délaissement, c'est une chose, le trop délaissement, c'est une chose, mais ça veut dire que des gens qui s'en vont, qui quittent la commune, c'est-à-dire qu'une commune qui se meurt, tout simplement. Ça veut dire aussi des commerces et services, le monde associatif, il n'y a plus de vie, quoi. Donc...
Merci Jean-Claude Lemasson. Nous en rejoint ici en plateau Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, et Jacques Oxiette, bonsoir, l'ancien président de ce conseil régional. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de nous rendre à Notre-Dame-des-Landes pour retrouver un des combattants historiques de la ZAD. C'est Julien Durand. Bonsoir Monsieur Durand, merci beaucoup d'être avec nous en duplex et en direct. On a vu votre émotion ce midi à 13h40 lors de l'annonce d'Édouard Philippe de l'abandon de ce projet que vous avez combattu depuis des décennies. Bonsoir. Bon, disons que ce soir, c'est quand même une joie d'avoir réussi à faire abandonner ce projet. Et donc un projet qui est démarré dans les années 70 et arrivé ce soir avec une joie intense malgré des difficultés tout au long du parcours de cette lutte. Donc c'est vrai que nous sommes satisfaits. Maintenant, il reste encore du travail à faire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné sur toute la ligne? C'est un peu l'impression qu'avaient certains des combattants auprès de vous aujourd'hui, qu'Édouard Philippe leur a donné satisfaction sur presque tous les points. Disons que nous avions, c'était d'abord l'abandon du projet, c'était la confirmation juridique de l'abandon du projet par l'arrêt de la déclaration d'utilité publique. Ce sera effectif le 8 février 2018. Et puis aussi, quel avenir pour les habitants de la ZAD. Donc je prends l'annonce du Premier ministre de respecter la trêve hivernale pour un signe d'apaisement. Ça va nous permettre de discuter ensemble dans la sérénité pour voir quelles solutions nous pouvons commencer à aborder sur l'évolution de cette zone. Est-ce que vous allez célébrer ce qu'on peut qualifier de victoire pour vous ce soir à Notre-Dame-des-Landes ou sur la ZAD? Disons que là, depuis 15 heures, nous sommes au local de la Vacherie, qui est le lieu de rassemblement de la coordination et aussi de l'ensemble du mouvement. Donc c'est vrai que nous serions quand même un peu bêtes de ne pas célébrer un peu cet abandon du projet, mais personnellement, ce fut une lutte tellement longue et avec tellement de rebondissements que j'ai encore un peu de misère à me libérer totalement. Et surtout, et à y croire. Que je pense à ce qu'il nous reste à faire encore comme travail pour que l'ensemble du mouvement et nous arrivons à bâtir un avenir sur la zone en symbiose avec les municipalités autour et les habitants des communes alentours. Merci beaucoup Julien Durand d'avoir été en duplex depuis Notre-Dame-des-Landes. Christelle Morancet, bonsoir. Vous êtes donc avec nous. Vous êtes présidente de la région des Pays de la Loire. Quelle est votre réaction à cette annonce de l'abandon du transfert vers Notre-Dame-des-Landes? Bonsoir. Eh bien, cette annonce, c'est d'abord des sentiments, un sentiment d'abord de colère, un sentiment aujourd'hui d'injustice concernant le gouvernement. Il bafoue aujourd'hui, clairement, il bafoue l'état de droit, la démocratie. Il faut se rappeler les élections présidentielles, la campagne des élections présidentielles. Le président de la République avait dit lors d'un débat très clairement qu'il ferait cet aéroport. Donc aujourd'hui, c'est le premier renoncement, grand renoncement du président de la République. Eh bien, je vous propose justement de regarder cet extrait. C'était le 6 avril 2017, Emmanuel Macron à l'émission politique de France 2. J'ai dit, il y a eu un vote, il faut le faire respecter. J'ai dit à WWF simplement la méthode. Je suis rentré dans la méthode. Et j'ai dit, sur ce sujet, on voit bien qu'il y a un problème d'ordre public. Et que les gens disent, on n'a pas regardé toutes les alternatives. Bon. Donc, il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Donc de le faire. Christelle Morancet, c'est une trahison, comme le dit Johanna Roland? C'est un peu plus clair, vous venez de montrer les images en direct. C'est le premier grand renoncement du gouvernement. C'est la parole donnée. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut se rappeler les propos des uns et des autres pendant la campagne des présidentielles, de faire de la politique autrement. Je crois en la parole de l'élu. Aujourd'hui, il y a une défiance auprès des Français sur les politiques. Et là, ce soir, le président de la République renforce cette défiance puisqu'il ne respecte pas ses engagements. Alors une fois qu'on a dit tout ça, une fois que les élus ont réagi en disant nous ne sommes pas d'accord, nous sommes sidérés, nous sommes vraiment extrêmement mécontents, eh bien il va falloir faire avec. Qu'est-ce que vous allez faire pour Nantes Atlantique? Vous allez accepter de collaborer à ce réaménagement de l'aéroport? Écoutez, je suis, comme je vous le disais, en colère, mais à côté de la colère,
je suis aussi déterminée pour ma région, déterminée pour notre région, la région des Pays de la Loire, qui est une région attractive, une région où le développement économique est important. Et je souhaite que cette région ne reste pas à l'extrémité de l'Europe, en périphérie des grandes métropoles européennes. Mais ce développement ne se fera pas avec Notre-Dame-des-Landes. Il va bien falloir faire avec Nantes Atlantique. C'est pourquoi je souhaite avoir un rendez-vous avec le président de la République pour mettre en place un contrat d'avenir pour les Pays de la Loire. C'est une nécessité. Et vous demandez à l'État de payer ces travaux à Nantes Atlantique ? Aujourd'hui, je ne suis pas sur le projet de Nantes Atlantique. Ce n'est pas un plan B. C'est une illusion de dire qu'il y a une possibilité sur Nantes Atlantique. Vous allez encore vous battre contre ce projet, contre cette annonce ? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de garder une région attractive et qu'on ait un développement économique important. Oui, mais qu'est-ce que vous nous dites ? C'est pourquoi je demande ce contrat d'avenir pour les Pays de la Loire. C'est-à-dire, ce contrat d'avenir pour les Pays de la Loire, c'est de regarder point par point quelles sont les grandes infrastructures que nous devons mettre en place dans notre région pour rester attractifs. Oui, mais alors soyons très précis, il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas demander un autre aéroport ? Vous voulez qu'on étudie un autre lieu ou vous restez avec Nantes Atlantique, bien sûr ? Mais Nantes Atlantique, c'est une illusion totale. On essaye de faire croire. Donc, on ne peut pas l'aménager, on ne peut pas l'agrandir, comme le dit Édouard Philippe. Vous dites c'est faux. Nantes Atlantique, aujourd'hui, il n'y a pas de permis de construire déposé pour faire cette extension. Ce qui veut dire, derrière... Édouard Philippe dit qu'il n'y en a pas besoin à partir du moment où on est sur l'emprise actuelle foncière. Mais bien sûr, vous dites que c'est faux aussi ? Vous allez voir les recours, vous allez voir. C'est un projet qui ne verra pas le jour avant 10 ans. Et aujourd'hui, cet aéroport est déjà saturé. Quand, dans le rapport des médiateurs annonce 6 millions de passagers en 2025, nous allons les atteindre dès 2018, dès 2019. Pour 2017, c'est 5,3 millions de passagers sur Nantes Atlantique. Donc cet aéroport est déjà saturé. D'engager des travaux, ils ne verront pas le jour avant 10 ans. Donc vous dites qu'Édouard Philippe ne dit pas la vérité quand il dit que dans les 2 prochaines années, on peut augmenter la surface de l'aérogare et qu'on peut augmenter ses abords, autrement dit les parkings. Il y a la vision parisienne et puis il y a la vision des élus locaux avec beaucoup de pragmatisme. Jean-Claude Demasson, c'est impossible ? C'est impossible, effectivement. Enfin, c'est impossible de faire aussi vite. Un permis de construire pour l'aérogare, effectivement, il y a des délais d'instruction, donc ça peut encore s'imaginer. Mais dans le même temps, il évoquait l'étude d'extension de la piste. Alors pour ça, il disait bien qu'il faudrait une nouvelle déclaration d'utilité publique. Pour autant, j'imagine pas démarche. que l'on puisse construire des nouveaux aérogares sans se préoccuper de quelle manière l'infrastructure va être réalisée demain. Ou alors, ça serait pour déconstruire aussitôt. Donc, ça n'a pas de sens. Et ce qu'il a oublié, M. Édouard Philippe, M. le Premier ministre, et pourtant j'avais appuyé dessus, donc je n'ai pas été suffisamment convaincant, j'en suis désolé, mais cette extension de piste est impossible, sauf à légiférer sur la loi littorale. Et à cause de la proximité du lac de Grandlieu. Ça veut dire que si on légifère sur la loi littorale, on légifère pour l'ensemble des dispositions de la loi littorale, y compris sur l'ensemble des côtes françaises. Je ne vois pas de quelle manière on pourrait s'en affranchir aujourd'hui. Donc ça sous-entend que ce qu'il a estimé être le bon choix, notamment pour préserver la ville-centre de Nantes, est un mauvais choix. Mais c'est déjà ce qu'on avait dit lorsque les médiateurs l'avaient écrit. Précisément, on a dit la carte du plan d'exposition au bruit proposé par les médiateurs est totalement fausse, totalement erronée. Et d'ailleurs, ils le disent, elle est complètement dépassée. Alors, on parle beaucoup d'un lieu, c'est Nantes Atlantique. Eh bien, on va s'y rendre tout de suite en duplex et en direct. On va retrouver Cathy Collin sur place. Bonsoir, Cathy. Sur place, est-ce qu'il est possible, selon les informations que vous avez et selon ce qu'a dit Édouard Philippe, eh bien, de développer cet aérogare et cet aéroport, le 9e de France ? Eh bien oui, effectivement, le 9e de France, 5 millions de passagers, plus 5 millions de passagers en 2017 avec une très forte progression, plus 13% par rapport à 2016. Et c'est pour faire face à cette progression, effectivement, qu'Édouard Philippe dit qu'il faut d'abord commencer par moderniser, sans dire agrandir cet aérogare, et puis aménager les bords de piste. Ça, c'est ce qui pourrait se faire assez rapidement. Et puis en parallèle, les procédures pour l'allongement de la piste seraient lancées. Et ça, effectivement, vous l'avez dit, ça peut prendre plus de temps, puisque là, il faut étendre l'emprise de l'aéroport sur 30 nouveaux hectares, ce qui devra faire appel à une nouvelle déclaration d'utilité publique et ce qui peut donner lieu à des recours. Alors les médiateurs se donnent effectivement un délai de 2 à 3 ans. Ils comptent notamment sur l'avis du Muséum national d'histoire naturelle qui a été sollicité pour la commission de médiation, qui dit qu'il n'y aura pas d'impact notamment sur la réserve de Grandlieu, mais de nombreux acteurs mettent bien sûr en doute ce délai de 2 à 3 ans. Et pourtant,
Ces travaux, notamment sur la piste, sont essentiels. Elle est vieillissante, elle est bosselée, elle est trop courte. Et la rallonger permettrait d'agir sur un point crucial de ce projet, la question des nuisances sonores pour les habitants de Nantes et de Grandlieu. Alors ces travaux et d'autres seront là aussi pour faire face à l'augmentation du trafic qui est difficile à évaluer. 9 millions de passagers prévus à l'horizon 2040, beaucoup plus tôt selon les partisans du transfert de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes. Et c'est pour ça que le gouvernement redonne aussi du poids aux aéroports de Paris et de Rennes pour contrôler l'augmentation du trafic sur Nantes et ce qui permettrait aux travaux envisagés d'absorber le flux. Merci beaucoup Cathy Collin en duplex et en direct de l'aérogare qui n'a pas l'air saturé à l'heure où on parle. C'est plutôt calme sur ce qu'on voit dans les images juste derrière vous. Des usagers, il y en a eu un peu plus de 5 400 000 en 2017 dans cet aéroport de Nantes-Atlantique. Eh bien, on leur a posé la question, savoir comment ils réagissaient à cet abandon du transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Écoutez. Celui-là est suffisant. Il y a un aéroport à Rennes, il y en a un ici. On va pas refaire encore un troisième aéroport entre les deux. D'autant qu'a priori, Rennes aurait continué à exister. Donc, c'était pas pertinent d'en faire un autre. Je suis neutre. 55 ans, je dis, puisque je suis vendéen. Et pour moi, c'est plus intéressant d'être de voir l'aéroport au sud de la Loire que de l'autre côté, au nord de la Loire. C'est surtout se foutre un petit peu de la gueule des gens. Des gens qui ont voté, des gens qui espéraient, des élus aussi. Les élus, et ça fait 40 ans, qui sont dessus, qui travaillent. Bon, après, je vais vous dire, le coup de la grenouille palmée, dorée ou machin, on s'en fout. Alors égoïstement, je vais dire que moi ça m'arrange, parce que venant de Pornic, c'est beaucoup plus près pour moi de venir ici que d'aller cavaler à Notre-Dame-des-Landes. Bon, maintenant... je pense qu'au niveau aussi environnement, c'est pas mal parce que ça évitera de détruire quand même pas mal de nature. Maintenant, bon, pour les gens qui habitent à côté, qui entendent des avions au-dessus de leur tête, effectivement, c'est pas cool sûrement pour eux, quoi. Je pense qu'économiquement, ça aurait pu apporter pas mal de choses au niveau de la région Pays de Loire, même Bretagne, ça aurait été intéressant. Après, on n'a plus de choix. Sur le plan écologique, magnifique. Mais j'espère que les gens pourront rester simplement, surtout ceux qui exploitent en ce moment. Voilà les réactions des usagers recueillies il y a quelques minutes à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Bonsoir Jacques Auxiette. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'accueillir un retraité. L'ancien président socialiste de la région des Pays de la Loire et ancien président du syndicat mixte aéroportuaire. Vous avez été un des élus qui ont le plus porté ce projet de transfert vers Notre-Dame-des-Landes. On imagine votre déception ce soir. Est-ce que vous parlez vous aussi de trahison, de déni de démocratie ? Je crois que c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État pour tout ce qui a été dit. Je ne veux pas reprendre la démocratie, le vote, les décisions de justice, vous les avez très bien développées. Mais c'est un scandale d'État. Encore plus grave, compte tenu des propos qui ont été, que vous avez rappelés tout à l'heure, en présence de la présidente. Et puis, le Premier ministre avait dit à peu près la même chose, n'est-ce pas, et donc, cette situation ne tombe pas comme ça. Donc, je crois, quand je dis scandale d'État, bon, d'autres ont dit des mots presque aussi forts, mais je pense que c'est une réalité dont le gouvernement et le président de la République payeront les conséquences lourdement, mais aussi, hélas, la région des Pays de la Loire et d'une manière générale l'ouest de la France en subiront aussi les conséquences. Ils ont quand même pris une décision tranchée, définitive, sans ambiguïté, a dit Édouard Philippe. Ils n'ont pas repris par exemple une des propositions des médiateurs, c'est celle en gros de conserver les terres. Les médiateurs disaient carrément il ne faut pas insulter ni le présent ni l'avenir. En gros on garde les terres au cas où le projet se revivifierait. Là Édouard Philippe dit non, c'est terminé, ce projet est définitivement abandonné. Au moins c'est clair. En termes de communication, on a l'impression d'une décision courageuse. Le gouvernement et le président de la République montre ses muscles. Montre ses muscles par rapport à qui et vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de ces espèces d'élus locaux dont on parle avec mépris. J'ai ressorti quelques dossiers là-dessus. Il y a eu 30 décisions du CESR, la société civile. Le Conseil économique et social régional. Que le président de la République se prévaut de représenter, de mettre en scène. Bah oui, il n'y a pas que les élus locaux, dont à Paris on considère que c'est rien. Sauf qu'Édouard Philippe, il sait de quoi il parle quand il parle d'élu local. Il a été maire du Havre et il l'a rappelé d'ailleurs. Il n'a pas qu'une culture d'élu local, n'est-ce pas ? On voit bien que c'est... Alors je vais être très désagréable, n'est-ce pas ? C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est les inspecteurs des finances qui gouvernent la France.
Et quand on laisse avancer l'idée que c'est une décision des élus locaux, c'est faux. Cette décision, elle n'est pas une décision d'il y a 50 ans. J'ai tout l'historique que vous avez rappelé en partie. Et que vous aviez rappelé d'ailleurs dans un petit livre que je vais présenter ici, Aéroport du Grand Ouest, Pourquoi j'y crois. C'était en 2013. C'est un livre qui devient collector aujourd'hui. Ah ben, je pense qu'il n'y a pas trop de conneries dedans, excusez-moi, et il n'est pas trop démodé, encore une fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une époque où il y avait une politique d'aménagement du territoire dont un de mes prédécesseurs ici, Olivier Guichard, était le porteur. Et tout ce qu'on raconte des 50 ans, c'était la réflexion de la France, à travers la DATAR, mais à travers un certain nombre d'autres organismes, qui se préoccupaient d'avoir une politique nationale d'aménagement du territoire. Et cette politique d'aménagement du territoire, excusez-moi de le rappeler, elle a été portée en 2000, et non pas il y a 50 ans, par le gouvernement de Lionel Jospin, et portée, c'est jamais dit, à l'Assemblée nationale par Madame Dominique Voynet, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. À l'époque, se posait la question du 3e aéroport dans la région parisienne, et Madame Voynet, sur instruction du gouvernement, à l'Assemblée nationale, retrouvait ces textes-là, avait clairement indiqué: nous ne ferons pas le 3e aéroport, mais il y a une plateforme qui a été envisagée, on va le faire, non pas en créant un nouvel aéroport, mais c'est le débat avec, en transférant celui qui... C'est ça l'histoire, n'est-ce pas? Et en plus, c'est un problème d'aménagement du territoire, dans un territoire que vous connaissez mieux que moi, qui est un territoire d'entrepreneurs, entrepreneurs publics comme d'entrepreneurs privés. Et quand je dis que le Césaire conseille à apporter cet élément-là, avec le Césaire de Bretagne d'ailleurs... Parce qu'il y avait besoin d'un point de vue économique, dites-vous. On voit que ces questions, elles sont extrêmement nombreuses sur l'abandon de ce projet. Il y a une autre question qui a été d'ailleurs bien précisée par Édouard Philippe au cours de sa conférence de presse, c'est celle de l'évacuation de la ZAD. Il a été assez précis sur ce point-là. Les zadistes seront évacués. D'abord, ils peuvent partir d'eux-mêmes. Ils ont jusqu'au printemps pour quitter les lieux. On va retrouver tout de suite en duplex et en direct depuis le cœur de la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. Éléonore Duplay, vous êtes sur cette fameuse route, la RD 281, celle sur laquelle on ne peut plus circuler depuis quelques années et qui devrait être rendue à la circulation. Oui, effectivement, Virginie. Et d'abord, un mot sur l'ambiance de cette journée. Toute l'après-midi, les opposants au projet d'aéroport ont tous convergé vers Notre-Dame-des-Landes, des paysans, des historiques de cette lutte, mais aussi des membres des comités anti-aéroport venus par exemple de Saint-Herblain ou Saint-Nazaire. Tous avaient envie ce soir de partager cette joie d'une lutte qu'ils ont le sentiment d'avoir remportée tous ensemble. Victoire d'abord par l'abandon du projet d'aéroport, victoire également par la quasi-certitude qu'il n'y aura pas d'évacuation massive de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et le premier point à régler, c'est en effet celui des routes qu'il faut déblayer, et particulièrement de celle où je me trouve, la RD 281, une route qui avait été fermée en 2012 par les autorités suite à l'opération César, une route qui a depuis été largement investie par les occupants de la ZAD et qui était devenue en quelque sorte l'un des symboles d'une zone de non-droit sur cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Cette route, eh bien, le mouvement anti-aéroport a promis tout à l'heure qu'il la déblayerait, qu'il la dégagerait par ses propres moyens. Merci beaucoup Éléonore Duplay. Et je précise que selon nos confrères de France 2, des gendarmes se dirigeraient peut-être vers la zone dans les heures à venir pour procéder à ce déblocage. Une information à vérifier et nous serons bien sûr sur le terrain pour suivre l'évolution des opérations si elles ont lieu dans la soirée. On va à présent se rendre en duplex depuis notre rédaction à Paris pour retrouver le général Bertrand Cavalier. Bonsoir mon général, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en maintien de l'ordre et vous êtes aussi l'ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. L'abandon du transfert, mon général, vers Notre-Dame-des-Landes change forcément la donne pour l'ampleur de l'intervention des forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes. Oui, je crois que c'est une évidence, c'est que le contenu de la déclaration du Premier ministre va impacter de façon importante le dimensionnement du dispositif, les modalités d'exécution de la manœuvre et son séquencement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce qu'on sait qu'il y a à peu près 900 effectifs qui sont prêts, soit à Nantes, soit aux apports de Notre-Dame-des-Landes, entre les CRS, les gendarmes mobiles? C'est beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas assez pour procéder à une évacuation totale de la ZAD.
Je crois que de toute façon, il va y avoir un changement sur le terrain. Déjà, là, je pense que déjà, il va y avoir une dissociation entre une partie de la population qui était hostile au projet et puis ce qu'on appelle les zadistes. Donc, dans les prochaines heures, il va y avoir une action de renseignement pour faire un état des lieux et de bien identifier, avoir une approche très objective des adversaires en termes d'effectifs, en termes de détermination, sachant que c'est quand même un milieu qui est assez composite. Donc je note quand même qu'il y a, dans le discours du Premier ministre, on intègre quand même la notion de dialogue. De toute façon, en matière de maintien de l'ordre, il y a toujours avant un dialogue. Et dès lors qu'on a affaire à des gens qui sont déterminés et qui refusent l'application de la loi, c'est là qu'on entre dans le maintien de l'ordre proprement dit. Merci beaucoup, Général Cavalier, d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle donc que vous parlez d'actions de renseignement qui pourraient avoir lieu et pas forcément d'actions d'évacuation. Merci beaucoup à vous d'avoir été en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir, Thomas Dubreuil. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des associations qui s'opposaient au transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Jean-Claude Lemasson a parlé tout à l'heure de la loi littorale. Est-ce que c'est une loi qui peut effectivement empêcher l'extension de la piste de Nantes-Atlantique ? À mon sens, c'est une loi qui doit être prise en compte. En effet, elle s'applique à Saint-Aignan du fait de la présence du lac de Grandlieu, mais elle n'empêche pas l'extension de la piste, puisque la loi prévoit certaines dérogations pour des infrastructures ou des ouvrages, on va dire, d'intérêt général. Et à mon sens, on sera dans ce cas-là, donc ça ne pose pas de problème. Il y aura certes des études à réaliser. On mentionne souvent la question de Natura 2000. En effet, le lac est une réserve Natura 2000. Il y aura une évaluation d'incidence Natura 2000 à réaliser. Mais pour moi, je ne vois pas d'obstacle insurmontable pour la réalisation de cette piste. Vous défendez notamment des agriculteurs qui, eux, vivent sur la ZAD. On revient cette fois à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre a été clair. Ceux qui ont été expropriés, mais qui étaient restés sur place, donc sans percevoir l'argent des expropriations, eh bien, ils vont pouvoir définitivement rester sur place. Tout à fait, mais c'est en fait ce qu'on appelle classiquement le droit de rétrocession. En fait, quand on est dans le cadre d'une expropriation, les personnes expropriées, si jamais le projet n'est pas mis en œuvre, ont le droit de récupérer leurs terres. C'est quelque chose d'assez classique et qui a été validé par Édouard Philippe lors de son discours. Et puis la discussion juridique, elle se fera après sur les autres, ceux qui occupaient illégalement. Là, c'est une autre question. Merci beaucoup Thomas Dubreuil d'avoir été avec nous. On va tout de suite se rendre dans le centre-ville de Nantes pour retrouver Marion Neumann, puisque des appels à la mobilisation ont circulé dès ce matin, avant même l'annonce par Édouard Philippe, des mobilisations à Rennes, à La Roche-sur-Yon, à Angers, mais aussi à Nantes, devant la préfecture où vous vous trouvez, Marion. Oui Virginie, il y a de plus en plus de monde, 400, 500 personnes, cela continue d'arriver tout doucement. Le rassemblement était prévu à 18h30, alors l'heure est à la joie, on a entendu ici et là, on a gagné, mais l'ambiance est pour l'instant très très calme. Une banderole a également été installée avec ce message très clair, non aux expulsions. Un rassemblement initié par la communauté Nantes révoltée, sans étiquette politique ni syndicale, et avec ce message très clair, je cite, « Victoire ». Pour la première fois depuis longtemps, une mobilisation a mis en échec le gouvernement. Un signal pour ceux qui luttent en particulier contre tous les projets destructeurs. Il est possible de gagner. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est le dispositif de sécurité. Partout dans les rues autour de la préfecture, il y a des quarts de CRS. On parle ici de près de 300 hommes mobilisés dans le centre-ville nantais. Merci beaucoup Marion Neumann, effectivement un des CRS qui étaient présents dès hier autour de Nantes et qui sont donc sur place, ainsi qu'à Rennes d'ailleurs, pour sécuriser les villes, même si tout semble calme actuellement à Nantes ou à Rennes. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale consacrée donc à cette annonce d'Édouard Philippe. Je vous le rappelle, il était donc 13h41 ce midi. Édouard Philippe confirme l'abandon définitif du projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. Il parle également de l'évacuation de la ZAD qui doit avoir lieu. Les zadistes ont jusqu'au printemps, dit-il, pour quitter les lieux. Et puis l'avenir, eh bien, c'est le réaménagement de Nantes-Atlantique avec des compensations exemplaires, je cite, en ce qui concerne votre commune, Jean-Claude Lemasson. C'est Saint-Aignan-de-Grandlieu qui est à moins de 2 km du bout de la piste de Nantes-Atlantique. Merci d'avoir suivi cette édition, mais restez avec nous sur France 3. Je vous retrouve dans un petit peu plus de 10 minutes à 18h55 pour notre édition spéciale du 19-20. Tout de suite.